j'espère que vous ne foutrez jamais plus votre sale gros cul au Mont Blanc, parce que la prochaine fois, on vous accueillera avec un peu moins de sympathie. Au revoir, monsieur. Vous avez foutu le feu dans le village, vous êtes content? C'était jamais méchant, voilà. Mais c'était emmerdant. Hein, on les a enquiquinés plein de fois sur des trucs où finalement ils n'arrivaient pas à avoir prise. No expression, hide my head, I wanna drown my sorrow. Il ne s'agit pas de savoir comment on va skier, on n'aura pas d'eau pour boire, manger, enfin c'est tout quoi. C'est pas juste TPMG, tout pour ma gueule quoi. Donc il faut sortir du tout pour ma gueule pour tous ensemble quoi. On dit les vieux militants, les vieux cons. Bonjour. Jean-Paul. Nous les avions croisés sur les barricades chamonniardes, il y a 18 ans. Georges Jugnat et Jean-Paul Trichet. À leur côté, avec 30 ans de moins, des montagnards pugnaces eux aussi, Jordan et Anton. Nous avons créé la rencontre de ces 4 combattants. Leur vocation, défendre l'environnement et faire reconnaître l'urgence climatique. Leur objectif, obtenir un changement radical de la politique. Nous, notre génération, on a essayé de faire bouger les choses. Alors c'était peut-être trop tôt. Aujourd'hui, on sent quand même qu'il y a une prise de conscience. Mais c'est peut-être trop tard. C'est peut-être plus facile entre guillemets, de parler de climat à notre époque qu'à la vôtre. Ça c'est sûr et certain. Nous là, je pense en tout cas. Quand on dénonçait la pollution dans la vallée de l'Arve, les gens nous disaient oh mais non, vous racontez des histoires. Passer pour les Don Quichotte. Hein. C'était hier. Ils portaient des combinaisons blanches. Ils résistaient au retour des poids lourds dans le tunnel du Mont Blanc après le violent incendie d'un camion qui causa la mort de 39 personnes le 24 mars 1999. C'est en 1997 que Georges et Jean-Paul prirent la tête de l'association pour le respect du site du Mont Blanc et organisèrent une guérilla de montagne. Ce matin, c'est comme un passage de relais qui s'opère. Du coup, vous en êtes où, vous, là, dans vos prises de position? Alors là, moi je suis le gentil petit pousset, il y a le gros méchant loup. La décharge de responsabilité, ça marche pas contre les élus. Hein. Ça marche aussi dans les milieux activistes. Il y a s'opposer clairement et frontalement. Et il y a essayer de créer quelque chose avec les élus et la population. Et on danse entre les deux. Bah, ce qu'on veut, dans le fond, de toute façon, c'est que les gens discutent et qu'on se confronte aux vraies données et qu'à partir de ça, on puisse prendre des décisions qui sont un minimum éclairées par rapport à ce qui nous arrive dessus, parce que ça concerne tout le monde. Enfin, là, ce que les scientifiques nous disent maintenant, c'est la plupart des scientifiques parlent de la fin de notre civilisation. Des cimes et des ponts à défendre. La montagne, aussi vierge et sauvage soit-elle, est devenue le nouveau lieu des luttes contre les projets d'aménagement et d'extension des domaines skiables, qui font réagir un peu partout dans les Alpes. La face qui est au soleil là, c'est l'achat là. Là, il y a une vingtaine d'hectares de pistes et des télésièges qui sont en projet. Donc ça veut dire qu'ils vont raboter les barres. Parce que là... c'est la dernière face du Lachac qui n'est pas encore touchée. Enfin, pour l'instant, elle est naturelle. Mais derrière la petite barre, le Roc des Ars, 4 hectares et demi de bâtiments, un plateau pareil, c'est un plateau qui est exceptionnel. On voit toute la chaîne des Aravis, on voit la chaîne du Bargy, on voit la Tournette, on voit absolument tout. Absolument interdit de construire bien sûr depuis toujours là-bas, c'est des fermes de 200-300 ans d'âge. Là on a le Dannet, donc c'est ce qui sépare la Clusaz du Grand Bornand et l'idée c'est de relier les stations. Donc piste de ski, liaison téléphérique et sachant qu'on est sur une forêt absolument vierge de toute construction et qu'on traverse 2 corridors écologiques. En 2015, on a plus 1 degré, en 2016, on a plus 1,15, et depuis, on n'est jamais redescendu en dessous de 1 degré. Ce soir-là, 400 personnes, des citoyens de la vallée des Aravis, avaient fait le déplacement contre le SCOT, le schéma de cohérence territoriale, qui impacte les espaces naturels. Les scientifiques rappellent l'impact du dérèglement climatique. On n'est pas du tout sur la trajectoire qu'on a signée. Si l'urgence n'était pas là, les gens ne seraient pas là. Malheureusement, on est bien en train de voir l'urgence et du coup, il y a du monde, mais il faut aussi trouver les solutions. C'est pas que
que critiquer, etc. Il va falloir aussi à un moment sortir du bois et sortir des belles idées, donc c'est un petit peu stressant. Ouais. Il faut dire que c'est la première fois que Jordan se sent massivement soutenu par ses concitoyens. Il est devenu, bien malgré lui, sentinelle de l'environnement. À ses côtés, dans la salle ce soir-là, Vincent, le militant qui alerte depuis plus de 20 ans aux côtés de ses défenseurs. Il a connu les anciens et fait la connaissance de ceux qui assurent la relève. Il y a une vraie recherche de projets de société, peut-être plus marquée qu'avant. C'est pas tant l'idée, je vais lutter contre un truc, mais je vais proposer globalement un autre monde. Il faut que le camion puisse passer. Touchous, à 600 km des Pentes, place du Châtelet, à Paris, on retrouve Anton. Ouais. On est Extinction Rébellion. Si t'as la rage au ventre, si t'as envie de chialer, pour la vie qui est souffrante, viens avec nous. Si t'as la rage au ventre, si t'as envie de chialer, pour la vie qui est souffrante. Il y a 2 enceintes là-bas si vous voulez. On ne peut plus attendre que le gouvernement agisse, donc on a décidé, nous citoyens, d'enfreindre une partie de la loi, donc de faire de la désobéissance civile non violente, parce qu'on a besoin d'agir, qu'on a besoin de faire passer ce message et qu'aujourd'hui il n'est pas suffisamment passé, donc nous on prend les devants. Ceci est une annonce pour les constructeurs Palette Paille. Si tu vas à la Rio, n'oublie pas que les écolos. Ambiance bon enfant et projet collectif pour changer ensemble la manière dont la société fonctionne. Cette action, baptisée Occupation pour la suite du monde, durera 5 jours. Quand j'ai eu 18 ans, un repas de famille, j'ai dit bon bah soit le monde aura changé, soit je serai en prison, soit je serai mort. Et je ne m'arrêterai pas tant que ça sera pas bon. Donc ça fait un moment maintenant que je suis là-dessus. Il y a trop de choses qui m'ont touché profondément pour que je m'arrête. Et ouais, je savais qu'un jour on en serait là, je ne savais pas quelle forme ça prendrait, avec qui, mais ça se fait, c'est beau et on va continuer d'avancer. Dans son combat, il a emmené son papa ce jour-là. Descendu des montagnes, rangé les skis au grenier, il découvre l'esprit Extinction Rébellion. Je suis convaincu du problème vers lequel on va. Par contre, je n'ai pas de solution vraiment. Et puis, j'ai bâti toute ma vie autour de ça. J'ai vécu dedans, un peu dans le problème, on va dire. Hein, parce que le ski, c'est pas très écolo, on va dire. Hein. Et maintenant, je suis un peu en porte-à-faux par rapport à ça, c'est vrai, il n'y a pas de problème. Mais malgré tout, je m'engage un petit peu auprès d'Anton parce que je suis quand même convaincu qu'il faut qu'on fasse des virages. Blocage pacifiste, mais en coulisses, on apprend à se rebeller. Non, c'est pas secret, on a du matériel de blocage, comme par exemple des magnifiques armlocks. Voilà, Philosophie, expertise juridique et aspects pratiques sont étudiés et préparés dans le secret. Être un bon rebelle d'Extinction Rébellion se mérite. Cela commence par la prise de risque. En gros, vous prenez une sangle dans votre main et après vous faites des tours pour diminuer, pour l'ajuster à votre poignet. Et dans un armlock, du coup, il y a une tige en métal. Donc on vient crocheter le mousqueton à l'intérieur. Donc quand il y a une autre personne de l'autre côté, on ne peut pas nous séparer sans disquer le matériel. Et cela se poursuit avec des motivations et des histoires toutes personnelles. Je crois que j'ai commencé vraiment à prendre une grande claque à la mort de mon frère. Et à me rendre compte qu'on pouvait être jeune et mourir de maladies difficiles qui sont en pleine explosion dues aux pollutions, etc. Et puis à me questionner finalement sur c'est quoi le sens de la vie si on peut mourir aussi jeune. Et ça fait se questionner sur l'état du monde. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des gens qui soient dans cette situation-là? C'est quoi la justice, l'injustice? Et puis petit à petit, j'ai jamais lâché en fait ce pourquoi. Et ça m'a donné envie de me battre pour qu'il y ait beaucoup moins de gens qui souffrent de manière générale.
On fait ça pour vos enfants. Je vis avec très peu, je suis pas salarié, à titre personnel, ça fait plein de sacrifices, on prend des risques juridiques pour nous, ça impacte nos familles, etc. Et c'est quelque chose dont je me passerais bien si c'était possible. 5 heures de garde à vue pour Anton au cours de cette mobilisation en Vallée de l'Arve devant l'incinérateur de Passy pour dénoncer la pollution de l'air et la non-action des pouvoirs publics. Depuis cet événement, les manifestations se sont multipliées, y compris sur leur propre terrain de jeu dans le massif des Aravis. Ça demande de re-questionner la totalité de nos vies, il n'y a pas grand monde qui est prêt à ça, mais nous les premiers, je veux dire, c'est hyper compliqué. On est né là-dedans, de dire, je veux dire, le ski, moi, ça me plaît toujours autant. Hein. Je continue la nuit, des fois, à rêver que je fais des descentes et je me régalerai à faire des descentes, c'est pas la question. Mais il y a un moment où, voilà, je viens d'être papa il y a un mois, la question, elle se pose différemment. En fait, c'est pas comment moi, je vais pouvoir continuer à taper du piquet parce que ça me plaît, c'est comment, en fait, on va simplement pouvoir continuer à vivre aujourd'hui. La Haute-Savoie, c'est le département le plus riche de France, avec déjà ce qu'on a aujourd'hui. Il n'y a peut-être pas besoin d'en faire plus. Il y a peut-être besoin, par contre, qu'on commence à utiliser ce capital financier qu'on a dégagé pour peut-être préserver du capital naturel plutôt que de continuer à en détruire. Ils sont devenus activistes, défenseurs du climat, hors la loi pour certains. Et pendant qu'ils s'organisent, l'horloge écologique tourne. Il y a urgence, affirment les scientifiques. Invités particuliers de toutes les conférences, comme ici sur le plateau de l'Assemblée générale de Domaines skiables de France. On a pu changer nos procédures. D'ici 2050, ce qu'on montre, c'est que l'enneigement, hivernal en particulier et un moyen de montagne, va baisser de 10 à 40% entre l'état du début du XXIe siècle. Et ce, quels que soient les scénarios d'émissions de gaz à effet de serre, du fait de l'inertie dont vous venez de parler. C'est-à-dire que quelles que soient les décisions qui sont prises en matière d'émissions de gaz à effet de serre, quelque part les jeux sont faits jusqu'en 2050. Nous, à Cham, le réchauffement climatique en haute montagne, c'est là où il est 2 fois plus important qu'en plaine. Ça nous brise le cœur de voir la mer de glace tomber de 6 mètres tous les ans. Hein. Rajouter 80 marches, ça nous fait mal. En altitude, c'est la montagne qui s'écroule et le mythe qui s'effondre. Les guides de haute montagne visionnaires alertaient quand ils créaient en 1991 la RSMB. L'objectif était clair, 0 camion en transit au tunnel du Mont Blanc. Rien n'y fit, ni la détermination, ni la mobilisation forte des gens de la vallée, ni le sacrifice des dirigeants de l'association, ni les blocages de route, ni les mobilisations à vélo. En 2002, les camions étaient de retour. On a cru à la démocratie, on a cru aux pétitions, on a cru aux actions militantistes, enfin on a cru à tout ce que la société nous a appris. Bon, on s'est fait flouer, berner, on s'est fait avoir. Le guide de haute montagne a peut-être perdu le combat des camions, mais pas celui de la transition. Ici, au cœur de l'Ardèche, le résistant du Mont Blanc a retrouvé l'esprit nature pour échapper un peu à ce qu'il appelle le système. Qu'est-ce que c'est que cette vie qui nous anime? Qu'est-ce qu'on est en train de foutre sur cette planète? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est cette chance de vie que j'ai? Qu'est-ce que j'en fais? Et voilà, et à côté de ça, on vit dans un monde complètement débile, mental, avec des gouvernants qui ont attrapé le virus de la domination. Ils sont là à vouloir nous parquer, nous faire travailler, nous faire consommer, alors qu'on est des êtres vivants, entourés d'autres êtres vivants, et qu'on a plein de choses à vivre de manière merveilleuse. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est de me dire comment on peut changer le champ de conscience. Comment on peut s'ouvrir, comment on peut ouvrir son cœur et comment on peut mieux communiquer, mieux aimer, mieux vivre ensemble. Le reste, c'est devenu anecdotique. La rupture, elle s'imagine dans la tranquillité et la douceur de ce petit village, dans le café du siècle, là où tous les matins, le paysan philosophe Pierre Rabhi réinvente son monde. Les êtres humains qui peuplent cette planète... Georges Jugnat est devenu le voisin de cet écologiste. En même temps, ils ne sont pas heureux par leur faute aussi. Oui. Le système est agonisant, il est en train de mourir. Donc il faut prendre en compte ça. C'est soit on fait de l'acharnement thérapeutique et avec des rustines, etc., soit
on travaille au changement social, qui est d'ailleurs bien manifesté par toutes sortes d'alternatives. Il y a de l'espoir de gens qui prennent des initiatives formidables. Formidables. Dans les stations de ski, la fronde s'organise et les actions citoyennes fleurissent un peu partout. Jordan, l'enfant du pays, se questionne depuis longtemps sur ce ski à tout prix face aux défis climatiques. Moniteur de ski, il a décidé d'abandonner son pull rouge cette année. C'est tous les jours un aller-retour dans notre cerveau entre le besoin de faire mon travail de tous les jours. Et à côté de ça, en fait, on se demande à quoi bon, au vu des prévisions qu'on nous annonce. Voilà. Est-ce que ce que je fais tous les matins servira dans 10 ans? J'en sais rien. Et ça me tracasse. Moi, je m'appelle Jordan, je suis habitant du Grand Morland. Je suis actif. Retrouver du sens, vivre ensemble, reprendre conscience du présent. Voilà quelques-unes des notions qui animent cette rencontre. Le changement climatique. Anton donne le ton. Et chacun cherche l'audace, l'idée, pour réinventer les stations de sport d'hiver. Dedans, on tente de changer. Dehors, rien ne change. « 1700 camions par jour en moyenne en 2019 ont circulé dans la vallée. Cet axe est devenu un non-sens pour les militants. 20 ans après, nous sommes retournés sur le rond-point, accompagnés par Jean-Paul Trichet, qui a perdu toutes ses illusions. Donc retour sur le lieu stratégique, hein, Jean-Paul. Ah oui, le carrefour de la Vigie, qu'on surnommait le carrefour de la vigilance, parce que c'est ici que pendant des années, tous les militants, tous les habitants de la vallée venaient se retrouver. Et puis après, tout notre combat là, autour de cet axe, qui, avec des moments forts, mais aussi des moments un peu tragiques. Hein, le souvenir du 25 juin 2002, où on a été gazé, viré sans ménagement, pour refaire passer 2-3 camions. Et puis aujourd'hui, c'est reparti. 20 ans après, c'est comme si c'était presque rien passé. Circuler, il n'y a rien à voir. Promesse non tenue et double langage. Le changement sera climatique. Quel gâchis, je veux dire, on pouvait soit parler du ferroutage, soit trouver d'autres solutions, alors que là, c'est l'explosion. Maintenant, avec le numérique, les commandes sur Internet, le trafic continue d'augmenter. Les marchandises se déplacent plusieurs fois avant d'arriver à destination. Donc je dirais c'est presque comique, tellement c'est absurde de ne pas avoir réussi là. Non, c'est pas... Hey, ça va? Alors tu as vu qu'il y a un 5 essieux qui nous attend sur le parking de... Vous allez bien? Ouais, très bien. Ouais. Sur le parking de régulation. Donc. Déjà les premières images, on se dit que 20 ans sont passés par là. Hein. On a changé de gueule. Alors on va voir après. Moi ça fait tellement longtemps que j'ai pas revu ça. Donc, 20 ans de souvenirs, de luttes, de copains et de batailles perdues. Alors, partager ces moments avec une autre génération, c'est beaucoup d'émotions et d'expériences à raconter. Les jeunes ignoraient cette résistance qui a fait vaciller le lobby routier. C'est là qu'on a vraiment découvert que le lobbying était plus puissant que les politiques en place. C'est-à-dire qu'il y a une inertie tellement lourde, même s'il y a des volontés d'êtres humains qui ont des fonds. Guesso en particulier, en tant qu'ancien cheminot, il y avait des envies. Mais derrière, il y a une machine redoutable. Oui, ce qu'on a compris aussi, c'était que, si tu veux, en fait, les camions, c'est la SNCF. En fait, ils ont mis le TGV sur les rails et les marchandises sur la route. Donc une fois qu'on a compris que Calberson, toutes ces grandes filiales de la SNCF, leur appartenaient, ils n'allaient pas se tirer une balle dans le pied. Hein. Et puis ce tunnel du Mont Blanc, c'est un des grands fromages de la République. Donc c'est une machine à cash.
Alors, qu'est-ce que vous notez? Et vous êtes qui? Qu'est-ce que vous notez? Rien, je note les voitures en vente là. Ah, d'accord. Et vous êtes qui? Ah, moi je suis personne. Ah, d'accord. Et vous? Anton le subit, moi peut-être un petit peu, même beaucoup moins, mais cette pression des renseignements généraux ou autres, moi j'ai pas du tout, entre guillemets, eu ça dans la tête quand je me suis levé un matin en me disant il faudrait peut-être qu'on fasse bouger les choses. Je pensais pas qu'on allait être considéré, et d'ailleurs dans le langage courant maintenant, on compare des écologistes à des terroristes. Enfin, on en est où quoi? Vous vous y attendiez à toute cette découverte autour des lobbies, et autour de où vous vous êtes petit à petit fait surprendre en se disant waouh, j'imaginais pas que ça allait aussi loin. Que ça on s'est retrouvé dans un environnement complètement nouveau pour nous. Alors, on en parle comme ça, mais là, moi, j'ai découvert énormément de choses. Déjà, la surveillance, ou dans un premier temps. Je ne pensais pas que l'État pouvait dégager autant de moyens pour surveiller des gens qui ont l'impression que de faire des choses de bon sens, c'est-à-dire défendre leur santé, la santé de leurs enfants. Ça va plus loin, hein. Moi j'avais une balise sous ma bagnole, hein. Donc j'avais... On en arrive là, quoi. Ne crois pas que là, nos téléphones, tout ça, ils sont pas... Ah ben ouais. Ah, je veux dire, là, tu vois, tu peux leur faire un petit bisou, hein. Eh oui, on est revenu. Nous, on parle à Roger. Georges Jugnard n'a pas perdu son humour, même en juillet 2002, lorsque la pression s'accroît sur les opposants à la réouverture du tunnel. L'expression du visage est révélatrice, c'est-à-dire que c'est... bon, là, ça, c'est un peu la fin. Il a été laissé en liberté. Comment est-ce que 20 ans après, 25 ans après, on peut regarder ces images et se dire que on en est toujours là, quoi? Déjà, je pense qu'il y a eu une première réaction plus ou moins consciente, Georges et moi, c'est qu'on n'habite plus dans la vallée. Voilà. Je pense que s'il n'y avait pas de camion, on y serait toujours. Voilà. Alors, c'est pas que ça, je veux dire, la décision ne se prend pas, mais si vraiment on avait gagné, à mon avis, moi, je vivrais toujours à Chamonix. Mais là, c'est décevant. Constat d'échec, mais réelle envie d'imaginer une autre dynamique. Ensemble, pour changer d'air. Oublier les biens pour créer du lien. Tout ce qui est mis en place, c'est un peu du foutage de gueule. Beaucoup se posent la question quelle planète on va laisser à nos enfants, mais il y en a peu qui se posent la question quels enfants on va laisser à la planète. Et il faut qu'on travaille sur nous, parce que c'est un équilibre entre les deux. Il ne s'agit pas juste d'enlever les camions de la vallée de l'Arve, en fait. Entremêlé, quoi. Il s'agit de vraiment commencer à créer une société qui est différente, où on peut discuter les uns avec les autres, on peut se respecter, où on peut passer des moments ensemble, où on peut, et voilà, et ça dans un cadre où on peut respirer de l'air pur, où on peut boire de l'eau pure, et ça n'existe plus. C'est épuisant physiquement, individuellement, pour nos familles, pour tout le monde. En fait, on n'a pas envie de faire ça. Moi, j'ai envie de planter des carottes et de passer ma vie à les voir pousser. Enfin, j'ai pas envie d'aller me mettre sur une route, les mains en l'air et de prendre une grenade de désencerclement. Enfin, c'est pas, je suis pas né pour ça, quoi. C'est pas, je le fais parce que juste c'est nécessaire aujourd'hui. Si on le fait pas, personne le fait et on va dans le mur. Et c'est nécessaire même pour le policier qui envoie cette grenade, quoi. C'est-à-dire que la gendarme qui nous a monté, alors elle le dira jamais en face caméra ou quoi, mais la gendarme qui m'a transporté jusqu'au poste de police après poste de gendarmerie après l'action qu'on a fait dans la vallée de l'Arve, elle m'a dit mais continuez presque à faire ce que vous faites. Moi je peux pas ne pas vous arrêter parce que c'est mon travail, je suis à l'armée donc j'ai pas le droit de désobéir, enfin c'est très compliqué pour eux. Mais par contre continuez, quoi. Donc même les gens qui sont censés faire ça, ils nous disent allez-y. Et bien, je te dis bravo parce que de penser comme ça aux autres, c'est super et je crois que tu définis bien l'avenir de l'humanité. Hein. Si ça ne va pas vers ça, ça va être dur. Hein. Mais c'est exactement la raison de l'existence. C'est parti. Comme un clap d'espoir et d'indignation constructive. Année après année, les mobilisations continuent. Et la montagne est devenue une zone à défendre. Tous réunis pour protéger un monde fragile, une terre vivable et une nature vivante, et juste être digne de l'héritage. The tears are filled